Salut moi Saillant. Pour ce premier test, nous allons nous pencher sur... Non. 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 Non plus. Attends, pour moi, c'est l'autre main. Alors, oui. Non, toujours pas. Non. On s'approche, mais non. 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 Bordel, mais où est-ce qu'il est à la fin de... Non. 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 Ah, voilà. BioShock, sorti en France en 2007, développé et édité par 2K Games, il s'agit d'un jeu de tir à la première personne, déconseillé aux moins 18 ans, par conséquent cette vidéo l'est aussi, cela va de soi. C'est un des bons points du jeu, d'autant qu'on a affaire à un FPS dit narratif. L'histoire est ainsi habilement racontée par le biais d'événements scriptés, de journaux audio, et de visions fantomatiques. En fait, vous contrôlez Jack. Mais non, pas celui-là! Un rescapé d'un accident d'avion qui se retrouve propulsé dans la ville de Rapture. Une utopie fondée par un certain Andrew Ryan dans les profondeurs de l'océan Atlantique aux alentours des années 50. Comme toutes les utopies, cette dernière a un idéal inspiré par les écrits de Ayn Rand, dont le nom est d'ailleurs un anagramme presque parfait de Andrew Ryan. Ainsi, la cité a pour principe fondateur de valoriser le travail, l'art et la science en retirant toute contrainte morale ou éthique. Naturellement, comme dans toutes les utopies, ça va mal tourner. Rapture n'échappe donc pas au processus à cause principalement de sa recherche scientifique qui ne connaît plus aucune limite et suscite donc indirectement de violents affrontements au sein de la population. En effet, une des découvertes phares de cette Atlantide moderne est l'Adam, sorte de drogue miracle conférant des pouvoirs surnaturels au prix de séquelles physiques et psychologiques. L'Adam lui provient d'une limace de mer rare qui, en parasitant un organisme, synthétise cette matière visqueuse. Suite à la pénurie de cette substance due à la guerre, les scientifiques de Rapture ont implanté un spécimen dans des petites filles appelées petites sœurs ou glaneuses. Grâce aux parasites, elles sont capables de détecter l'Adam présent dans les cadavres qui jonchent les rues de la cité engloutie. Elles prélèvent alors leur sang, gorgé de la précieuse substance, et le boivent pour la stocker. Mais vu qu'elles attirent les convoitises à cause de leur chargement, elles se déplacent par le biais d'un réseau de tunnels et sont protégées par des protecteurs. Les protecteurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser en les voyant, ne sont pas des sortes de robots, comme les robots de sécurité qu'on croise un peu partout. Ce sont bien des êtres humains, vêtus d'un scaphandre, armés d'un pistolet arrivé, mais conditionnés pour n'avoir aucun autre but que de protéger les petites sœurs. Ce concept de petites sœurs a d'ailleurs une histoire intéressante puisqu'à la base ces dernières n'étaient pas humaines. Les développeurs ont d'abord penché pour une sorte de limace qui, comme on le sait, sera finalement quand même utilisée mais pour un rôle différent. Les idées continueront à se succéder faisant la part belle aux plus folles telles qu'un chien, doté de roulettes à la place des membres postérieurs. Mais les programmeurs comprendront vite qu'aucune de ces créatures ne serait plus à même de susciter un tant soit peu de pitié qu'une petite fille innocente. Ça peut sembler anodin, mais c'est essentiel au niveau gameplay comme on va le voir un peu plus tard. Les boss qui à la base se nommaient savants avaient aussi une forme improbable au début du développement du jeu. En effet, ils étaient supposés être des sortes de cerveaux dans des bocaux, ce qui posait un léger souci au niveau des combats. Tu te crois plus intelligent que moi? Regarde pas de haut comme ça. Joue pas à ça avec moi. J'ai couché avec ta femme. Qu'est-ce que t'as dit, l'agité du bocal? Tu m'as bien entendu. Quoi? Et elle a dit que j'étais son meilleur coup. T'aurais mieux fait d'investir dans les munitions plutôt que les injections. Que tu dis? Concernant le nom de la cité utopique de Ryan, Rapture, quant à lui, possède deux origines. Signifiant en anglais ravissement, il évoque déjà le côté merveilleux de la ville, mais aussi un passage de la Bible dans lequel un groupe d'élus est choisi par Dieu pour monter dans son royaume. Assez ironique quand on sait que le fondateur de la cité sous-marine de BioShock rejette toute forme de foi et de croyance qu'il juge irrationnelle.
En dépit du fait que, comme on lui fait remarquer dans le 2, le simple fait d'avoir un idéal peut être vu comme une forme de religion. Mais on n'en est pas encore là. Comme vous le voyez, c'est très beau, et en particulier ce qui semble logique pour un jeu qui se déroule dans une ville engloutie, l'eau. Le côté rétro-futuriste n'est pas en reste avec de superbes machines qu'on croirait sorties de l'imaginaire d'un Jules Verne ou d'un vaporiste moderne. Étant un grand fan de la mode de cette période de l'histoire, je me suis régalé en parcourant les différents décors fortement influencés par l'art déco. Sans compter les personnages, même si pour la plupart, faut aimer le morbide. Car en dehors des personnages principaux, tous les gens qu'on croise, les chromosomes, sont franchement hideux. Les développeurs se sont d'abord inspirés d'anciennes photos de police des années 40 avant de se tourner vers les gueules cassées de la Première Guerre mondiale. Car en dehors des blessures que les affrontements leur avaient infligées, certains officiers ont été victimes de chirurgies reconstructives ratées qui n'a fait qu'empirer les choses. Pour les personnages principaux, pour chipoter, à part Ryan, je trouve que leurs visages correspondent pas toujours à 100% aux photos qu'on connaît d'eux. Bon, pour certains encore ça passe à cause de cette histoire d'Adam, tout ça, mais pour d'autres c'est moins acceptable. Genre Julie Langford, ce qui fait s'apparenter la scène où on la rencontre à un jeu des 7 erreurs. Alors d'accord, je reconnais que même dans la vraie vie, on ressemble rarement trait pour trait à la photo de notre carte d'identité, et encore une fois, on peut supposer que la dent y est pour quelque chose, mais perso, je pense que c'est plutôt de la fainéantise de la part des développeurs, vu que même Tenenbaum y a eu droit. D'autant que dans la suite, le visage de cette dernière est 100% conforme à sa photo et garanti sans Adam. C'est un régal. Pour commencer, la partition étourdissante composée par Gary Scheinman. Au-delà du thème principal, on retiendra la track Dancers on a String, pour ne citer que celle-là. Le tout émaillé ça et là de chansons d'époque comme le Danny Boy de Mario Lanza dans ce niveau. Côté doublage, on est aussi comblé avec notamment Frédéric Serdal, qui a notamment doublé David Warner dans Titanic, dans celui d'Andrew Ryan, Deborah Perret, qui a doublé Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux, qui campe Brigitte Tenenbaum avec un charmant accent allemand. C'est cool, il a été respecté, n'est-ce pas Resident Evil Damnation ? Mais en tant que fan de Zoubler, j'ai surtout apprécié de trouver Marc Alfo dans le casting. Pour ceux qui ont peu la mémoire des noms ou qui ne s'intéressent pas particulièrement au monde du doublage, il a par exemple doublé Russell Crowe dans Gladiator, Ron Perlman dans Conan le Barbare, Don Suez dans le 8ème épisode de la saison 9 d'X-Files, Danny Trejo dans Devil's Reject, Ben dans Pocahontas, Roscoe dans Oliver et compagnie, Nessus dans Hercule, Bernard dans Galactic, Breton dans Dinosaur, Terminator dans Nouveau Horizon, il a même prêté sa voix dans une pub pour Azoir. Petit bémol, pour l'introduction d'Andrew Ryan au début, la synchro n'a pas été respectée, du coup la séquence est un tantinet bizarre. Y a pas à dire, c'est riche. Surtout niveau combat, bien que ce soit aussi un défaut, comme on va le découvrir plus tard. On alterne entre les armes à main droite et les pouvoirs, les plasmides, à main gauche. On peut améliorer chaque flingue au moyen d'ateliers à usage unique et acheter des munitions spéciales aux distributeurs ou en fabriquant. Afin d'utiliser au mieux ces armes, l'appareil photo permettra de connaître les faiblesses de l'ennemi et de gagner de l'expérience. L'avatar pourra aussi évoluer avec la dent glanée sur les petites sœurs et dont la quantité varie selon si on choisit de les tuer ou de les sauver. Le fruit de la récolte s'utilisera ensuite comme monnaie sur un distributeur spécial pour améliorer jauge de santé, dev, ou acheter de nouveaux plasmides, emplacements ou fortifiants. Car en plus des plasmides, les fortifiants permettront d'améliorer les compétences du personnage ou de lui donner des capacités supplémentaires. On peut remonter sa barre d'énergie avec la classique trousse à pharmacie ou un poste de soins, ou récupérer quelques points de santé avec de la nourriture ou en buvant un coup. Mais naturellement, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Car bien que Jack tienne suffisamment à l'alcool pour qu'une éventuelle cuite ne se limite qu'à quelques secondes, en plein combat il s'avère que ça nuit effectivement gravement à la santé. Vous imaginez, n'empêche, mourir dans un jeu à cause d'un coma éthylique, ce serait au moins aussi con que de mourir à cause de, je sais pas moi, un lancer de t-shirt. Au cours de l'aventure, on aura la possibilité de pirater des machines. Les distributeurs piratés par exemple donneront droit à des réductions, les robots et les tourelles de sécurité s'attaqueront aux ennemis et les caméras de surveillance déclencheront l'alarme à leur passage. Entre ça et la possibilité qui est offerte à l'acquisition du pouvoir gardien de convertir un protecteur, il y a largement de quoi devenir le roi de la jungle urbaine de Rapture. Et voilà tout l'inconvénient de ce système. Car sous ces airs de survival, avec son ambiance glauque au demeurant bien orchestrée, on ne se sent jamais vraiment en danger. Il y a deux raisons à cela. D'abord les munitions qui viennent rarement à manquer, même en mode difficile.
mais surtout les morts qui ne sont jamais vraiment préjudiciables. Car normalement, même en dehors de ce type de jeu, une mort a des conséquences qui poussent le joueur à tout faire pour éviter de repasser par là. Là, on se contente de reprendre l'aventure dans la Vita Chambre la plus proche du lieu du décès. Dans certains jeux, le contre-coup d'une mort est de perdre une partie de sa progression et par conséquent une partie de l'expérience et des objets amassés. Dans d'autres, on a un malus dans le score final. Ici, rien, à part dans certains cas la honte d'être mort bêtement. Je vais sûrement passer pour le dernier des mazos, mais ça aurait rajouté un peu de challenge si par exemple une résurrection avait nécessité de sacrifier un certain nombre de seringues dev, sans quoi il aurait fallu tout simplement recommencer à partir du dernier point de sauvegarde. Ou alors que durant la conscience, les ennemis et les petites sœurs nous volent une partie de notre équipement et ou de notre Adam. J'ai entendu dire qu'on pouvait désactiver les Vita Chambres, mais ça ne figure nulle part dans le menu options. Bon, ça dit, ça reste un détail. Le jeu reste très plaisant à jouer, que ce soit la première fois qu'on y joue ou la 100e. Un des seuls vrais points noirs, c'est sa durée de vie qui ne dépasse pas une semaine, malgré son taux de rejouabilité. Encore une fois, comme je l'ai dit, c'est en partie dû à la difficulté qui rend la progression parfois trop rapide. Il y a aussi le fait que le jeu soit monstrueusement addictif, mais ça, c'est tout sauf un défaut. Un jeu que je recommande donc à tout le monde, pas aux plus jeunes à cause du côté horrifique, mais que je recommande chaudement surtout aux fans de survival malgré les défauts cités. Sur ce, à la prochaine pour de nouvelles aventures!